Bonsoir et bon dimanche chez vous. Vous êtes sur Politico Play, la télévision de Politico.cd. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous lançons le premier numéro du magazine En Clair. En Clair, c'est un but, c'est une quête, c'est un rendez-vous désormais hebdomadaire pour vous guider au cœur de l'actualité politique congolaise. Une actualité souvent compliquée, souvent difficile à déchiffrer, mais que nous nous proposons de pouvoir vous aider à comprendre tous les week-ends. Pour le premier numéro, nous ne prenons pas le moindre des sujets. Il s'agit d'abord de la question de la Commission électorale nationale indépendante, la question des élections de 2023. Il y a eu des querelles l'année dernière, notamment autour de la désignation de Ronsard Malonda comme futur président de la Commission électorale, laquelle a été farouchement dénoncée. Ensuite, il y a des velléités aujourd'hui, on entend de gauche à droite des gens qui veulent conditionner la tenue des élections au recensement, une condition que les kabylistes avaient tenté en 2015, qui avait provoqué des morts dans ces pays. Il y a aussi des actions concrètes. Au niveau de l'Assemblée nationale, au moment où je vous parle, le président de l'Assemblée, Mbosso, a initié un processus de désignation des futurs acteurs de la CENI. Un processus qui est déjà dénoncé par une partie de l'Église, une grande partie par la coalition des Églises, à qui incombe la charge de désigner ces futurs présidents de la Commission électorale, qui estime qu'il faudrait y avoir des réformes avant de pouvoir procéder à la désignation des futurs acteurs. Car, comment comprendre qu'au même moment où l'Assemblée nationale reçoit la nouvelle loi sur la CENI, qui vise à réformer la CENI, elle entame une désignation des futurs acteurs de la CENI, de la même CENI, suivant l'ancienne loi. Pourquoi faire deux choses qui sont contradictoires? Nous allons partir vers l'honorable Dély Sesanga, président de l'Envol, membre de l'Union pour la Nation, mais qui est aussi membre du G13. Le G13, c'est un groupe de 13 personnalités politiques qui est à la base de la proposition de nouvelles lois. D'abord la loi sur les élections, la loi électorale, et puis la loi sur la CENI qui est actuellement à l'étude en commission au niveau de l'Assemblée nationale. Parmi ces groupes de 13, il y avait un très regretté Henri Thomas Lokondo, à qui nous rendons hommage à travers cette émission. Avec la rencontre avec les députés Dély Sesanga, nous voulons comprendre pourquoi il y a d'abord des suspicions où on voit le président Félix Tshisekedi désigner un nouveau président à la Cour constitutionnelle qui lui est proche, et au même moment, on voit l'Assemblée nationale, les présidents de l'Assemblée, qui est aussi proche du président de la République, initier les remplacements des acteurs de la CENI en suivant une procédure qui pourrait conduire à des négociations. Est-ce que c'est un procès d'intention aussi? Parce qu'évidemment, le président devrait avancer sur ces processus électoraux. Il y a quelques heures, au niveau de la cité de l'Union africaine, en recevant les députés nationaux, entre deux pas des danses, le président aurait confié à ses députés qu'il était favorable à la tenue des élections et aussi au recensement, mais l'un ne pourra pas empêcher l'autre. Pour comprendre toutes ces contradictions, toutes ces réalités, toutes ces querelles, toutes ces confusions, En Clair va descendre chez les députés Dély Sesanga pour vous aider à comprendre. Suivez. Bonjour honorable Dély Sesanga. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, au Politico. Honorable, comment se comporte l'Envol pour commencer? L'Envol se porte bien. Nous sommes en pleine campagne de renforcement de notre implantation à travers le pays. Et vous savez que mon mandat est arrivé à échéance depuis les derniers congrès que nous avons eus à Nyoki. Et donc nous sommes dans la préparation du bureau politique pour lancer les travaux du deuxième congrès ordinaire de notre parti. Donc vous parlez d'élection déjà au sein de votre parti? Absolument. L'élection dans un parti politique qui se veut démocratique est une discussion permanente. Donc le profil électoral du parti doit être travaillé constamment pour savoir si les échéances avaient lieu dimanche prochain, comment est-ce que nous y allons. En parlant d'élections, c'est peut-être le cœur de notre discussion d'aujourd'hui avec vous. À l'Assemblée nationale se joue un autre enjeu majeur de la vie politique, notamment les prochaines échéances électorales
qui se pointe déjà pour 2023. On rappelle que l'année dernière, il y a eu des querelles autour notamment de la désignation des acteurs de la CENI, parce qu'il faut la remplacer. Ceux qui étaient là sont arrivés en fin de mandat. Et en dehors de ça, il y a eu la querelle entre les religieux, les composantes qui devraient désigner les présidents de la commission électorale, qui n'ont pas pu s'entendre à un certain moment. Et il y a eu la polémique avec l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Pour ne pas faire trop long, aujourd'hui, il y a le processus qui est enclenché au niveau de l'Assemblée nationale où vous êtes député. Est-ce que vous êtes au courant et quelles sont les informations qu'on peut avoir réellement sur ces processus qui a été lancé? Vous savez qu'avec les amis et collègues du G13, nous avons engagé le pays depuis le mois de juillet de l'année dernière sur la voie de la réforme électorale. Parce que nous ne pouvions pas imaginer que la voie qui nous conduit à 2023 ne soit pas balisée dès aujourd'hui pour éviter les écueils que nous avons connus par le passé. Au tout début, au sein de mon parti, nous avons eu, au mois de juillet 2019, un bureau politique qui avait pris un certain nombre de résolutions, notamment en rapport avec la loi électorale, la loi sur la CENI, la révision de la Constitution. Nous avions lancé à cette époque-là une pétition nationale en vue de recueillir les signatures. Cette pétition, les signatures ont été déposées au niveau du bureau et je suis heureux de vous annoncer que cette proposition de loi portant révision de la Constitution initiée par pétition de l'envol a été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale de la session en cours. De la même manière que le G13 avait initié un certain nombre de lois dont l'une est arrivée à maturité, a été déposée sous la signature de tous les députés membres du G13 ainsi que du collègue Lutundula, la loi portant révision de la loi électorale. Et le collègue Lutundula, bien avant nous tous, avait déposé une proposition de loi portant révision de la loi organique relative à la CENI. Et donc on a là tous les matériaux qu'il nous faut pour pouvoir procéder à une réforme en profondeur afin d'éviter les problèmes que nous avons connus en 2011, 2018 et de tirer aussi avantage de l'apprentissage de processus électoral parce que nous en serons cette fois-ci au 4e processus électoral qui va être lancé et il est bon que nous puissions cheminer cette fois-ci dans une vision d'une transition qui va conduire peut-être dans les 10-15 prochaines années à ce que les élections finalement soient organisées par le ministère de l'Intérieur. Je pense que le jour où le Congo arrivera à ce niveau-là, le pays se sera réconcilié avec lui-même, le peuple avec ses dirigeants et ses institutions, et les élections seront véritablement apaisées. Mais bon, ça c'est dans un univers lointain. Pour celui d'aujourd'hui, nous sommes sur la loi portant révision de la CENI, réforme de la CENI. Une des questions cruciales de l'ancienne loi, en fait, on pourra dire un des problèmes de l'ancienne loi, c'était la désignation du président de la commission électorale. La loi prévoyait, si je ne me trompe pas, dans son article 10, que la composition de la CENI vienne des différentes parties de la société. Nous avons notamment, ce qui n'est pas écrit de coutume depuis toujours, les confessions religieuses désignent un président. Cette fois-ci, elles se sont retrouvées dans une divergence où on n'arrivait pas à désigner un président. Parce que d'un côté, il y avait une faction des religieux qui avait désigné son président et de l'autre, les catholiques qui ont dénoncé finalement les candidats qui ont été désignés. Est-ce que la proposition que vous avez faite, revoit notamment ces passages pour résoudre le problème et comment avez-vous pensé arriver à une solution par rapport d'abord à cette désignation des acteurs, notamment le président de la CENI? Ben, il faut d'abord revenir au début. Lorsque les négociateurs à Sun City prévoient que l'organisation des élections se fera par une institution d'appui à la démocratie, que l'on appelle CEI à l'époque, CENI ensuite, l'idée était de confier cette institution exclusivement à la société civile. Je dis bien exclusivement. C'est parce que, chemin faisant, les membres de la société civile avaient exprimé l'idée d'être présents au niveau du gouvernement, que finalement on a dit, si vous êtes au gouvernement, alors on ne peut pas vous laisser totalement les institutions d'appui à la démocratie, dont
la CENI, et c'est comme ça que le facteur politique est entré comme étant un facteur correcteur, pas comme étant le facteur de direction, comme un facteur correcteur. Et donc, dans l'ADN, dans les conclusions, dans l'esprit de Sun City, il a toujours été dit, et ça a été aussi l'esprit de la Constitution de 2006, que la CENI doit être pilotée par la société civile comme étant un élément neutre. Mais au fur et à mesure, dans la pratique, les politiques se sont ingérés dans la gestion de la société civile, de deux manières. D'abord, en ne désignant pas au bureau de la CENI, à la plénière de celle-ci, des personnalités indépendantes. Parce que la loi parle des personnalités indépendantes, mais en réalité, on désigne les militants du parti pour deux raisons. La première, ils doivent cotiser dans leur parti politique, ce qui corrompt d'ailleurs l'esprit dans lequel nous faisons la loi. La deuxième raison, c'est qu'ils doivent être là-bas pour défendre l'agenda électoral de leur parti politique. Ce qui fait que la CENI, plutôt que d'être cette institution indépendante et neutre par rapport aux élections, devient un instrument utilisé par ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir imposer un résultat électoral. En tout cas, c'est ce que nous avons vu en 2011 et c'est ce qui a été dénoncé en 2018. Et pour sortir de cela, il nous est apparu au sein du G13, mais aussi dans les discussions avec le collègue Lutundula, de prendre en considération cet élément de neutralité. Et d'ailleurs, nous avons discuté non pas seulement avec le collègue Lutundula, mais avec l'ensemble de la société civile, confessions religieuses et de partis politiques, des courants politiques majeurs de notre pays, pour arriver à la conclusion que si nous voulons une élection véritablement crédible, une élection qui soit organisée par une CENI qui soit neutre et non pas au service d'un groupe politique, il fallait une CENI dont la composition serait paritaire, mais en même temps dirigée par la société civile. Je crois que cet élément est un élément important. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est que le fait que la majorité ait changé, il pourrait y avoir des acteurs politiques, et il y en a, qui estiment que ce n'est plus nécessaire de pouvoir procéder ainsi à la réforme et que par conséquent, on peut reprendre la loi ancienne, et c'est ce que j'appelle la réformette, et continuer avec les habitudes anciennes. Nous attirons l'attention des uns des autres pour dire, si nous voulons des élections crédibles et qui soient véritablement différentes de ce que nous avons connu avant, il faut, du point de vue du pouvoir organisateur, changer les choses. Et reprendre les mêmes règles. Même si on change les acteurs, on risque d'arriver au même travers. Et donc, pour nous, la direction de la CENI doit être assurée par la société civile et la CENI étant une institution d'arbitrage, ne devrait pas être le reflet des rapports politiques du moment parce que l'inconvénient de cette mécanique, que ce soit en 2011 ou 2018, ça a été qu'en reproduisant les rapports politiques au niveau de la CENI, on politise la CENI et par conséquent devient un instrument au service d'un pouvoir en place. Or, les élections doivent être une mécanique qui permette à ce que le peuple peut sanctionner, y compris ceux qui sont au pouvoir, et avoir une institution neutre qui arbitre et constate les résultats et non pas les fabrique. Mais, comme vous avez dit, il fallait réformer. Aujourd'hui, la semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale a lancé un processus de désignation, entre guillemets, des acteurs, notamment en fixant certaines règles, en disant que les religieux doivent s'entendre. S'ils ne s'entendent pas, l'Assemblée nationale va agir en souveraineté. Est-ce que nous ne sommes pas devant une contradiction finalement? Parce qu'on parle des réformes d'un côté, mais de l'autre côté, on entame déjà un processus de désignation des acteurs sur base des anciennes lois. À l'époque, nous nous étions exprimés et nous avions dit que cela n'était pas cohérent. Mais après avoir échangé avec le président de l'Assemblée nationale, il m'a semblé que cette dynamique était lancée en fait pour susciter au sein de différentes composantes un débat et une préparation à l'avènement de la nouvelle loi. Donc aujourd'hui, il me semble que ce processus est interrompu et que tout le monde attend que la loi soit adoptée et que consécutivement à la loi, on puisse désigner les membres qui représenteront la société civile, mais aussi les différentes composantes politiques. Je crois que l'intérêt aujourd'hui est focalisé sur la loi, donc il faut rester sur la loi. Et une toute autre précipitation peut amener à des effets pervers et conduire à des résultats qui sont contraires
à l'idée de la réforme et du changement que nous souhaitons. Honorable, évidemment, dans votre sortie à l'Assemblée nationale lors de ces débats à la session, vous avez fait une sortie où vous parlez longuement de ce processus électoral, ce qu'il a été. N'oublions pas que nous avons aujourd'hui d'anciens dirigeants de la CNI qui ont été sanctionnés par le Trésor américain pour détournement. Il n'y a jamais eu en fait une évaluation profonde de dépenses, notamment sur le plan de la gestion financière de la CNI ici au pays. Il y a eu le rapport, certes, du président de la CNI, Corneille Nangaa, qui s'est présenté à l'Assemblée nationale, mais d'un côté, nous avons votre proposition de loi qui arrive. Est-ce qu'on ne prendra pas les temps aussi d'évaluer ce qui a été? Parce qu'on parle quand même des futures élections, on parle encore d'argent, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir bien dépensé dans les élections précédentes? Est-ce qu'aujourd'hui... Si vous voulez avoir mon avis sur l'idée, sur la manière dont on fait le contrôle sur les finances de la CENI, la gouvernance financière de la CENI, je vous dirais qu'elle n'est pas du tout satisfaisante. Et j'ai comme l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. Nous sommes dans un pays qui fait à peine 4 milliards de dollars de recettes à l'année. Il y a une institution sur le cycle de 5 ans qui consomme 1,5 milliard. Elle se promène, elle utilise cet argent dans des marchés de gré à gré, dans des conditions très souvent opaques, et qui revient la fleur au fusil et nous fait un narratif approximatif sur ce qu'aura été l'aventure électorale pour dire aux gens, voilà ce que l'on a dépensé, ce qu'il faut. Ce n'est pas sérieux. Dans un pays où on a le sens des responsabilités, cela ne devrait plus être accepté. C'est pourquoi, dans la réforme, puisque nous ne pouvons pas changer le passé, nous pouvons en tirer des conséquences, nous pouvons sanctionner. Une commission est mise en place au niveau de l'Assemblée pour pouvoir tirer les recommandations. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de refuser d'avoir un organe permanent, interne, sur la gestion de la CENI. Ceci est devenu un impératif. On ne peut pas compter simplement sur la plénière, parce que la plénière a démontré que, aussi bien en 2018 qu'avant, la plénière a souvent été neutralisée par le bureau, pour ne pas dire par son président. Les politiques s'intéressent à la plénière parce qu'ils vont placer des gens qui auront rang des ministres ou des vice-ministres et tout ça. Mais par rapport à la problématique électorale, de la gouvernance électorale, cette plénière a été d'une très grande inefficacité. Et donc, c'est pour ça qu'il a été imaginé d'avoir un comité permanent de contrôle que l'on appelle le COPEC à l'interne, à l'image de ce qu'on a dans les entreprises. Dans une entreprise qui est un tout petit peu organisée, on a un commissaire aux comptes, il y a une direction, il y a un commissaire aux comptes, et le commissaire aux comptes fait le rapport, et sur base de ce rapport, les associés dans l'Assemblée générale vont statuer. C'est pareil. Ici, nous disons, l'Assemblée veut créer une commission pour suivre l'Assemblée nationale, c'est très bien, mais en même temps, si nous pouvons avoir en interne un comité permanent de contrôle qui va nous permettre de savoir ce qui se passe et qui régulièrement rend compte et alimente même cette mission de contrôle, je pense que nous aurons de bien meilleurs moyens de contrôler les finances de la CENI. La deuxième chose, c'est en fait les modes de passation des marchés. Les marchés qui sont passés au niveau de la CENI sont passés sans un plan de passation des marchés, avec des finances qui sont mobilisées à la dernière minute et qui sont dépensées dans la précipitation, très souvent avec un coût de transaction très élevé parce qu'il y a des fortes commissions qui sont distribuées aux uns aux autres. Ce système, il faut pouvoir l'arrêter. Parce que si nous avons des élections qui coûtent cher, ce n'est pas seulement parce que nous avons un pays qui est très étendu, mais c'est parce que nous avons aussi des finances de la CENI qui ne répondent pas aux règles élémentaires d'une orthodoxie financière en matière de gestion. Et nous voulons que désormais la commande de la CENI soit soumise, comme pour tous les autres organismes publics, à la loi sur les marchés publics ainsi qu'aux mesures d'application. On ne peut pas soustraire 1,4 milliard de dollars qu'on donne à la CENI à toute mesure de contrôle et à tout encadrement juridique. C'est pour ça que nous avons dit, 1, on met en place le COPEC, 2, les passations des marchés, le plan des passations est approuvé par la plénière et la passation des marchés s'est fait conformément à la loi de 2010, du 27 avril 2010. Et puis, 3, il y a une commission parlementaire qui est là et qui suit semestriellement comment est-ce que la CENI évolue.
Ces mécanismes mis ensemble devraient contribuer à améliorer la gestion financière de la CENI. Et à cela, il faut ajouter des choix que nous devons faire. Vous savez que la moitié du budget de la CENI part dans, c'est pas le tiers, part dans les opérations d'enrôlement qui coûtent très cher. Et il faut voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut rationaliser, et nous avons des propositions que nous avons faites là-dessus, pour rationaliser l'identification des électeurs à travers une opération d'identification des nationaux. Donc, on peut mutualiser les ressources pour faire que ça coûte moins cher. Donc, il y a à redire sur les finances de la CENI. Mais ce système où quelqu'un va dépenser des sous pendant 5 ans et puis qui réapparaît, la fleur au fusil pour dire « moi j'ai dépensé ça, voilà comment a été l'aventure », me paraît quand même d'une légèreté déconcertante. Mais toutes les mesures que vous proposez, les élections ont souvent eu un débat dans notre pays par rapport au temps. On a souvent, les élections passées d'ailleurs, s'est déroulées en 2016, elles ont lieu en 2018 à cause notamment des contraintes économiques, mais aussi d'une réalité politique. Quand on va intégrer les réformes que vous proposez, on est en 2021 aujourd'hui, il nous reste à peine 2 ans pour organiser les élections. Est-ce que cela ne risque pas de retarder les prochaines échéances, sachant surtout que, comme vous avez dit, qu'il faudrait trouver un moyen, soit de coupler l'identification des électeurs, l'enrôlement, à l'identification des nationaux. Est-ce que ces mécanismes qu'on pourrait mettre en place ne vont pas entraîner un report des élections comme c'est tant redouté ici chez nous? Vous savez, nous avons alerté l'opinion nationale et internationale assez tôt pour éviter ce travers. En 2013, lorsque nous avons commencé à parler de la question électorale, on a vu l'ancien pouvoir, celui de Joseph Kabila, planifier quasiment les glissements électoraux, les reports des élections. Aujourd'hui, avec l'expérience, on sait que ça ne lui a apporté ni chance et ça n'a pas permis au pays d'être gouvernable. C'est qu'au-delà de la question de conserver le pouvoir ou de vouloir glisser, on doit se poser la question de la gouvernabilité du pays. Tout celui qui va rechercher les glissements, qui les programme, il joue contre le pays parce que vous savez que nous avons une population qui est très éveillée aujourd'hui et que personne n'accepte le glissement. Et donc, programmer dès les seuils aujourd'hui que l'on ne va pas avoir les élections me paraît tout à fait irresponsable. Par contre, je pense que s'il y a de la volonté politique, s'il y a de la discipline, et s'il y a de la cohérence et de l'engagement de tous, on peut arriver à faire les réformes dans le temps et à tenir encore les élections dans le délai. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, puisque nous avons dit que les élections coûtent cher, mais elles coûtent cher entre autres parce que les gens veulent prendre des commissions, parce qu'on ne fait pas l'état des lieux de ce que nous avons, voir dans quelle mesure on peut continuer. Le G13 a fait un travail remarquable, qui est un travail qui devra être utilisé par les uns et les autres si nous voulons aller aux élections dans le délai et de les tenir conformément aux souhaits de beaucoup de nos concitoyens, c'est-à-dire des élections libres, qui soient crédibles et qui inspirent confiance et mettent en place des institutions qui soient légitimes. Moi, je continue de penser qu'il est possible d'avoir des élections en 2023 et qui soient des élections crédibles à la condition que tout le monde s'y mette. Nous perdons beaucoup de temps. Au Congo, nous n'avons pas la notion du temps. On a l'impression que le temps nous appartient. Vous savez, au cours de cette session, par exemple, il serait utile, non pas d'achever, mais de lancer le débat sur la loi électorale et sur la révision de la Constitution. Quitte à ce que ce débat soit achevé lors de la session de septembre, si on veut rattraper les choses. Et donc, si à partir de ce moment-là, la loi sur la CENI elle est terminée, s'il n'est pas terminé, il faudra une session extraordinaire. Il faut la terminer, cette loi sur la CENI. On ne peut pas se permettre d'aller en vacances parlementaires sans avoir achevé la question de la CENI, c'est-à-dire procéder à la mise en place. Et si on ne le fait pas, alors le peuple peut commencer à dire, à s'inquiéter véritablement sur l'idée, est-ce qu'il n'y a pas une planification en vue de ne pas avoir les élections en 2023? Mais pour le moment, ça se fait, c'est envoyé à la PAJ. Il faut laisser la PAJ travailler, donner au Sénat le temps. Et s'il nous manque quelques semaines, il faudrait refaire une extraordinaire le cas échéant pour que la mise en place de la CENI soit effective.
Monsieur le député, vous avez parlé de l'évolution. La loi est envoyée en commission. Il y a les Sénats, mais nous nous retrouvons aujourd'hui face à une Assemblée nationale qui devient un sujet très sensible dans le sens où la majorité qui a basculé devient aujourd'hui un objet de pouvoirs incroyables. On a le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde qui semble s'est heurté à une certaine opposition des gens qui ont voté la destitution notamment de l'ancien gouvernement. Dans ces conditions, est-ce que nous sommes sûrs que vos propositions, qui pourraient être des bonnes propositions pour cette nouvelle loi, est-ce qu'on est sûr que cette loi sortira de la première chambre ou la deuxième chambre indemne sans qu'il y ait une politisation autour d'elle? Déjà sur la loi concernant la CENI, la mécanique est lancée, la discussion est en cours. S'agissant de la loi électorale, il faudra qu'elle soit transmise au gouvernement dès qu'il est mis en place. En tout cas, au niveau du bureau d'études, je m'informe régulièrement, les travaux avancent très bien. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce que le retard sur l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, je parle strictement du point de vue de la loi sur la CENI, va pouvoir impacter. Le Parlement fait son travail. Nous sommes dans la phase parlementaire. Nous sommes dans une Assemblée nationale où la majorité est quand même très politique aujourd'hui. Est-ce qu'un camp politique qui aimerait bien avoir une main mise sur le processus qui arrive laisserait, par exemple, des lois... Bon, alors, moi, je ne voudrais pas faire d'abord de procès d'intention. Je pense que le débat se fait. Nous allons nous battre pour avoir une CENI qui soit véritablement indépendante. Nous nous sommes battus depuis des années pour cela au sein de l'opposition. Aujourd'hui, dans le cadre de l'Union sacrée, il nous revient la charge de démontrer que le combat que nous avions mené n'était pas un combat de positionnement, mais que c'était un combat autour des principes et des valeurs pour faire avancer l'État, la démocratie et l'intérêt général. Est-ce que dans votre projet que vous avez déposé au niveau de l'Assemblée nationale, notamment la loi électorale et surtout qui va arriver, la loi sur la CENI, est-ce que vous mettez un accent sur notamment le secrétariat exécutif de la CENI, sur des mécanismes pour permettre un jour à ce que la technicité et la confiance reviennent au sein de cette institution? Voilà un des sujets majeurs, parce que quand on parle de la réforme de la CENI, les biais politiques nous dévient et nous conduisent à nous intéresser exclusivement au bureau et à la plénière. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. On place des gens, ils vont cotiser au niveau des partis politiques. Mais en réalité, le pouvoir de la CENI est exercé par le secrétariat exécutif national. Et de ce point de vue, quand vous comparez la loi de 2004, la loi de 2011 et la loi de 2013, il y a quelque chose d'effarant. Aujourd'hui, on désigne le bureau et la plénière, dont on sait que le président va en contrôler la mécanique. Et il y a un secrétaire exécutif national qui concentre la réalité de tous les pouvoirs, du point de vue opérationnel, logistique, administratif et financier. Ce secrétariat exécutif ne rend dans la pratique compte qu'au président de la CENI. Si bien que le président de la CENI, politisé comme on le sait, fait du secrétariat exécutif la boîte à fabriquer des faux résultats, à confisquer la liberté des électeurs et la boîte qui trahit finalement le processus électoral. Il est venu le temps que le secrétaire exécutif puisse avoir un statut avec des immunités administratives pour les soustraire de l'influence trop grandissante du président de la CENI. De la même manière, il faut insister sur la décentralisation de la CENI. Comment est-ce que, par exemple, je parle des élections indirectes. Quand on veut organiser une élection indirecte, pourquoi il faut qu'une délégation parte de Kinshasa pour aller organiser une élection en province? Les secrétariats exécutifs provinciaux que nous avons, vous prenez l'envergure de la population, représentent les CENI dans d'autres pays, en termes de population, en termes de pouvoir. Et ces maillons sont sans pouvoir réel parce qu'ils doivent rendre compte de toute leur complexité au secrétariat exécutif national qui concentre ainsi tous les pouvoirs. Nous disons ceci, nous voudrions qu'il y ait une meilleure structuration de ces secrétariats, qu'on puisse les diviser sur les tâches opérationnelles, sur les tâches administratives et sur les tâches logistiques, que les secrétariats exécutifs provinciaux en province soient décentralisés, que les recrutements des CENI en province, comme nous l'avons fait en 2004, puissent
refléter la diversité des courants politiques. Parce que on dit oui, c'est un maillon technique. Mais en réalité, c'est un mensonge. Qu'est-ce qui se passe? On dit que c'est un maillon technique. Et quand le président commence à les déployer, il va déployer et les chefs d'antenne et les secrétaires exécutifs provinciaux en fonction des intérêts du courant majoritaire, de ceux qui l'ont mis là. Et c'est comme ça que vous avez les élus qui aujourd'hui peuvent statuer sur cette question dans la loi, mais préfèrent l'envoyer au niveau de la CENI et demain ils vont courir derrière le président de la CENI pour obtenir tel un chef d'antenne, tel ceci. Et d'ailleurs, dans ces conditions, le processus est biaisé. Moi, j'ai dit, il faut qu'on mette ça sur la table et que l'organisation de la CENI en province soit non seulement décentralisée, mais qu'elle soit aussi le reflet des différents courants qui concourent à mettre en place le bureau. Parce que se concentrer uniquement sur le bureau et laisser ça parce que c'est une question soi-disant technique ou administrative, en réalité, le cœur du métier de la CENI, les politiques ne le traitent pas. Le cœur du métier de la CENI est ainsi soustrait et mis sous dépendance d'un seul personnage qui s'appelle le président de la CENI. Et tant qu'on n'aura pas fait ça, on aura toujours les mêmes travers que nous avons connus. Remettre du sens dans l'action politique, il faut des institutions stables et légitimes. Et c'est pour cela que nous accordons un soin tout particulier à la manière dont la CENI est organisée, dont la loi électorale est faite. Il faudrait que demain, et ça c'est mon rêve, que non seulement les élections soient organisées par les ministères de l'Intérieur, parce que la confiance sera de retour, mais aussi que l'élection soit un acte banal, qu'il soit banal pour les citoyens qui auront choisi leurs dirigeants, mais qu'il soit aussi banal pour ceux qui auront gagné ou ceux qui auront échoué. Ça ne doit pas être à chaque fois un cataclysme qui fait que le pays s'arrête, que le pays se cherche dans la nuit. Depuis 2014, à ce jour, nous ne parlons que des élections. Mais nous avons un pays qui est en train de se perdre. Quand vous regardez l'Est du pays aujourd'hui, l'insécurité a crû. J'allais en arriver, effectivement. Les provinces qui ne fonctionnent pas, les administrations qui ne fonctionnent pas, les réformes entreprises dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, qui aujourd'hui ne fonctionnent pas. Le retour de l'insécurité urbaine dans la plupart de nos villes. Moi, je viens de Kananga et je peux vous dire que l'insécurité qui règne aujourd'hui dans la ville de Kananga est insupportable. Et tout le monde sait ce que nous avons connu au Kasaï sur les dernières années. On parle de la malnutrition, qui est un facteur qui n'existait pas dans nos régions, mais qui est en fait la conséquence des guerres que nous avons connues, de l'instabilité, de l'insécurité, de l'incertitude, qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de mobiliser notre population au travail. Et tout cela est la conséquence de la mauvaise gouvernance et la conséquence de l'absence d'élections qui soient crédibles et qui restaurent la confiance avec nos concitoyens. Donc, c'est un gros problème que nous voulons résoudre et je pense que tous ceux qui ont le sens de l'intérêt général, l'intérêt du pays, devraient se garder de vouloir chercher une CENI qui soit caporalisée à un camp ou à un autre. Il faut une CENI qui organise les élections et qui donne à ce pays les institutions qu'il mérite. Vous savez, lorsque vous prenez la courbe d'apprentissage entre 2006 et 2018, nous aurions souhaité que cette courbe d'apprentissage soit ascendante, elle est plutôt régressive. Elle est régressive pourquoi? Parce que les élections de 2006 ont été meilleures que celles de 2011, celles de 2011 par rapport à celles de 2018. Donc nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Et donc il faut inverser cette courbe. Et l'inverser, c'est prendre la mesure des choses et faire les réformes que le pays mérite. Les réformes que le pays mérite, bien évidemment. Nous sommes en 2021. Si les réformes, comme vous le dites si bien, sont bien menées, nous aurons des élections en 2023. Une dernière question, honorable. Aujourd'hui, s'il faut qu'un Congolais se prépare pour aller aux urnes, il faudra qu'il y ait quand même une situation du pays qui affecte largement ces élections-là. Mais on regarde, comme vous avez dit vous-même, la situation notamment sécuritaire dans l'est du pays, la situation sociale au centre et même à Kinshasa. Est-ce que nous n'allons pas vers des élections sanctions pour ceux qui dirigent aujourd'hui? Écoutez, c'est le peuple qui devra juger. Vous savez, je fais partie de ceux qui considèrent que gagner une élection ou échouer à une élection n'est pas un drame. C'est le peuple qui gagne à chaque fois. Et il faudrait qu'on puisse se dire qu'il s'agit d'un mécanisme mis en place
pour permettre au peuple de se choisir ses dirigeants. Le peuple qui choisit ses dirigeants, c'est le peuple qui doit les sanctionner, c'est le peuple qui doit les récompenser positivement ou négativement, mais on ne doit pas, à l'aune de ces problématiques, se dire « je fais des élections » ou « je ne les fais pas ». On doit pouvoir se dire « c'est le droit souverain du peuple, il faut pouvoir le respecter, c'est sa liberté première ». Aujourd'hui, les phénomènes que vous décrivez, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur parce que nous sommes dans un cycle de désagrégation de la nation. L'insécurité à l'Est est devenue quelque chose d'intolérable, d'inacceptable. Le premier but pour lequel un État est mis en place, et l'État indépendant du Congo dont nous sommes les successeurs, a été mis en place pour faire arrêter la traite des esclaves, pour remettre dans la paix dans le bassin du Congo et pour ouvrir ce bassin à la civilisation et au monde. Nous sommes donc, nous, ici, une patrie qui est née sur la volonté de pouvoir libérer notre peuple de tracas du quotidien, le soustraire à une insécurité permanente. Et aujourd'hui, plus de 135 ans après la création de l'État indépendant du Congo, voir nos compatriotes traités comme ils l'avaient été traités à un moment donné par la traite négrière, ça veut dire que nous avons largement échoué. Et il est temps que tous, nous puissions nous mettre debout pour dire « ça doit cesser ». Mais ça ne doit pas devenir une excuse, l'arbre qui cache la forêt, pour nous empêcher de faire ce que nous devons faire. Nos compatriotes ont droit à la sécurité, il faut leur donner cette sécurité et ils sont en droit d'attendre cela des pouvoirs publics. Et le nouveau gouvernement, nous attendons de lui que dans ce domaine, des mesures énergiques soient prises pour pouvoir accompagner nos forces armées dans la restauration de la sécurité, de la stabilité dans ces régions. Nous avons payé un lourd tribut que nous ne pouvons pas continuer à payer de cette instabilité, de cette insécurité dans la région. Aujourd'hui, ce qui se passe dans la région est de l'ordre du génocide. Et il faut absolument l'arrêter. On ne peut pas avoir nos femmes, nos enfants, nos frères, nos sœurs égorgés dans leur maison simplement parce qu'ils vivent chez eux. C'est inacceptable. La mission première de l'État, c'est de procurer la sécurité à chacun d'entre nous. Merci beaucoup, honorable Denis Sassane. Merci à vous.